Alors maintenant, nous allons... Je vais me mettre là, comme ça. Oui, attends, nous allons passer à la communication. Faire une translation. Voilà. Nous allons passer à la communication de Julien Darmon, qui portera sur le commentaire de Narmanide. Et Julien Darmon a été l'élève de Charles Mopsy, qu'il a suivi pendant de nombreuses années son séminaire à l'EHESS, qui était une lecture-interprétation du Sefer HaZohar, et il a fait sa thèse sous la direction de Charles Mopsy, donc c'est un doctorat à l'EHESS, sur le thème « La loi du secret, la Kabbale comme source de la Halara », et donc c'est une thèse qui date de 2007. Il est responsable éditorial aux éditions Albin Michel. Il a contribué à de nombreux ouvrages collectifs et est également l'auteur de plusieurs livres, dont un excellent livre sur la Kabbale, Esprit de la Kabbale, qui est paru chez Albin Michel, et aussi dont l'esprit, lieu spirituel chez Narmanide, et qui a récemment paru dans la revue des études juives. Donc, la communication de Julien Darmon sera donc sur le commentaire de Narmanide, et je lui passe la parole. Merci beaucoup, Jean. Juste un petit mot. On l'a dit, mais peut-être il faut le répéter. La particularité de ce manuscrit, c'est qu'on a le Sefer Yetzira et on a une 12 ou 13, ça dépend comment est-ce qu'on les compte, 12 ou 13 textes de commentaires. Donc, ce qui nous donne à la fois le Sefer Yetzira lui-même et à la fois un éventail de commentaires. Évidemment, mais ça on l'avait vu dans la présentation du manuscrit qu'on a fait il y a un mois à la BNF, les commentaires ne sont pas signés. Le scribe ne dit pas toutes les commentaires, donc simplement on a cherché par recoupement, etc. Et puis d'autres chercheurs l'ont fait avant nous, savoir quel était le texte. Mais juste le premier des textes, après, donc on a le Sefer Yetzira, une version courte, telle que Jean l'a expliqué ce matin. Le premier texte, c'est le texte de Nolo, justement. J'ai pensé à une époque que c'était fait par ordre chronologique. Après, on a le texte de Dounaj Ben Tamim, dont a parlé ce matin M. Fenton. Et le dernier texte, c'est le texte attribué ou dit être le texte de Narmanide et qui serait donc le premier commentaire du Sefer Yetzira attribué à Rabbi Moshe Ben Nachman. À toi, Julien. Merci beaucoup, Michael. Alors, tu mets les pieds dans le plat, puisque justement, on a cette question de l'attribution de ce commentaire à Narmanide a focalisé beaucoup de controverses chez les grands chercheurs de la Kabbale du 19e, 20e et 21e siècle. Et je vais essayer d'apporter ma modeste contribution à ce sujet-là avec peut-être un décentrement. Mais avant ça, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que cette histoire d'un commentaire du Sefer Yetzira attribué à Narmanide est un enjeu avant d'être un enjeu académique, est un enjeu au sein de la Kabbale elle-même. Parce que si on reprend la vision kabbalistique de l'histoire du dévoilement de la Kabbale, telle qu'on peut la lire notamment dans l'introduction au Etz Chaim de Rabbi Chaim Vital, donc écrite à la fin du XVIe siècle, bien après notre époque, le regard est intéressant parce que dans la vision des kabbalistes de Safed, Narmanide, c'est vraiment un repère. Non seulement c'est un repère, mais c'est une sorte de terminus. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a eu une transmission souterraine de la science kabbalistique depuis Moïse et les prophètes et les sages de la Mishnah et du Talmud, etc., jusqu'à ce que ça arrive en Provence avec Rabbi Avraham ben David de Posker, le Reived, donc 1125-1198 pour vous situer, c'est vraiment le XIIe siècle à proprement parler, et leur texte de ces kabbalistes de Provence, c'est les textes
que eux considèrent comme des textes antiques sur lesquels ils vont se baser, c'est d'une part le Sefer Yetzira, d'autre part le Sefer Abaïr, que ensuite cette tradition ésotérique vraiment de la Kabbale va passer par le fils du Reived, Rabbi Yitzhak l'aveugle, qui va la faire passer de la Provence à la Catalogne, sachant que c'est quand même deux régions sœurs, et que le fil va ensuite passer à Rabbi Ezra et Rabbi Azriel de Gérone, qui sont les élèves de Rabbi Yitzhak l'aveugle, qui eux-mêmes vont transmettre ça à Ramban ou Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman donc, et d'après Rabbi Chaim Vital et d'après l'impression qu'ont les kabbalistes de Safed, c'est avec Nachmanide que s'arrête la transmission authentique et que ensuite il va y avoir une prise de relais par des kabbalistes espagnols qui, encore une fois, d'après la vision des kabbalistes de Safed, sont moins compétents et au point que Dieu qui ordonne toute cette histoire va décider de faire surgir le Zohar sur la scène de l'histoire, comme une sorte de bouteille à la mer, jusqu'à ce que, évidemment, 2 siècles après, au moment de Safed, avec les œuvres de Rabbi Moshe Cordovero et de Rabbi Yitzhak Luria, on découvre le véritable sens du Zohar et on embraye sur la Kabbale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, dans cette vision traditionnelle safédienne de l'histoire de la Kabbale, Nachmanide, ça joue un rôle important. Mais avant même ce moment-là, et c'est ce dont témoigne notamment notre manuscrit, Nachmanide apparaît aussi comme un axe majeur de cette tradition espagnole, provençaux-catalane, mais qui va s'étendre aussi à la Castille, avant l'émergence du Zohar, pour vous situer donc, parce que les dates sont très importantes dans ce qu'on va dire ici. Nachmanide, c'est donc 1194-1270, avec, il faut avoir en tête la date de 1262, c'est la célèbre controverse de Barcelone, qui fait que lui-même, après on va lui dire, bon, t'as gagné le débat, mais il vaut mieux que tu restes pas parce que tu vas avoir des problèmes. Et donc il part en Eretz Israël en 1265-1267. Et le mouvement inverse qui est connu va être quand un élève qu'il a eu à la fin de sa vie, Rabbi Yitzhak Dakr, d'Emin Arako, lui va faire le voyage inverse. En 1305, il va partir en Espagne parce qu'il a entendu parler du Zohar, et c'est à ce moment-là qu'il va essayer de rencontrer Rabbi Moshe de Léon, dont on dit que c'est lui qui diffuse les manuscrits, et pour la petite histoire, sa femme lui dit « mais non, c'est mon mari qui écrit tout, mon mari c'est un génie, etc. » Et Rabbi Moshe de Léon lui dit « non, mais c'est des manuscrits que j'ai à la maison et je peux vous les montrer. » Bon, le jour où ils doivent se retrouver, Rabbi Moshe de Léon est mort. Comme il est mort en 1305, c'est assez facile à dater. Donc voilà. Mais donc ce commentaire attribué à Maïmonide, il est très important parce que, comme on va le voir, c'est donc un des premiers, si ce n'est le premier, commentaire du Sefer Yetzira qui va en donner une lecture explicitement kabbalistique. J'entends par explicitement kabbalistique le fait qu'on va essayer de lire le schématisme séphirotique et plus précisément le nom des sphirotes dans ce texte-là. C'est-à-dire qu'on va... Il y a cette tradition des 10 séphirotes, Keder, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, qu'on peut supposer plus ou moins connu ici. Sinon, vous êtes vraiment maso. Mais c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans le Sefer Yetzira, et c'est quelque chose qui apparaît dans notre commentaire. Et donc, effectivement, avoir un manuscrit de Nachmanide qui est considéré comme la grande autorité kabbalistique catalane, qui fait le lien avec les débuts historiques de la Kabbale en Provence et qui serait pré-zoharique et même antérieure à la Kabbale castillane de Rabbi Yosef Gikatilia, de tous ces gens-là qui sont à la période intermédiaire, c'est un enjeu. Et à mon avis, c'est déjà un enjeu
pour les personnes qui vont composer ce compendium de commentaires kabbalistiques, qui vont le copier et qui vont le transmettre en Italie, etc. C'est tellement important que quand le Sefer Yetzira va être pour la première fois imprimé en hébreu, donc à Mantoue en 1562, il va être accompagné de 2 commentaires seulement, un commentaire attribué à Rabbi Avraham ben David de Posker et un commentaire attribué à Nachmanide. Alors, je vous donne tout de suite un spoiler. Ni l'un ni l'autre ne sont des commentaires authentiques, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a assez vite déterminé que le commentaire attribué à Rabbi Avraham ben David était en fait assez certainement dû à un certain Rabbi Yosef ben Shalom Ashkenazi, qui est un élève de Ibn Shu'aib, qui lui-même est un élève de Rabbi Shlomo ben Adret, qui lui-même est l'élève de Nachmanide. Donc c'est dans les années 1320, et non pas aux 2 siècles, enfin un siècle et demi plus tôt. Et le commentaire de Nachmanide, assez rapidement, cette attribution a été mise en cause, et on a pensé qu'il valait plutôt l'attribuer soit à Rabbi Ezra, soit à Rabbi Azriel de Gérone, c'est-à-dire à la génération juste avant. Mais Saint Sholem est arrivé en 1930 et a écrit dans la prestigieuse revue Kiryat Sefer un article qui s'appelle Haperush Ha'amiti les Rambam al Sefer Yetzira, le commentaire authentique de Nachmanide sur le Sefer Yetzira. Et c'est celui qu'on a dans notre manuscrit. Donc on est très content parce qu'on se dit waouh, ça y est, nous on a le vrai commentaire. Et moi-même je partageais cet enthousiasme juvénile quand Michael m'a dit bah, tiens, toi tu vas traduire le commentaire du Ramban. Et tout de suite comme quelqu'un qui croit avoir acheté une vraie bague en diamant et qui se retrouve avec du diamant synthétique, j'ai dit mais c'est pas la bonne version, puisque dans Sholem explique dans son article qu'il y a 2 recensions de ce commentaire. Il y a une recension courte et une recension longue, et que lui a publié la version courte, donc la version authentique, et nous, on aurait la version longue, donc une version frelatée. C'est cette façon d'aborder les choses que j'ai été amené à réviser de manière positive, justement en travaillant sur les différences. Au-delà de ça, même cette histoire que le commentaire qu'on a, nous, version courte ou version longue, serait le commentaire authentique de Nachmanide, a été très vite remis en question, parce que Chaim Chavel, notamment, qui était aussi un très grand savant, qui a fait l'édition de référence au Mossad Harav Kook de toutes les œuvres de Nachmanide, a dit non, mais en réalité, il n'y a rien qui prouve que celui-là est plus authentique que celui qui est imprimé à Mantoue, et que finalement les 2 reflètent sans doute des traditions qu'on peut attribuer à Nachmanide, au point que lui-même, dans son édition des œuvres complètes de Nachmanide, reprend la version de Mantoue et pas la version de Sholem. Et plus profondément, on a un problème, parce que ce commentaire du Sefer Yetzira de Nachmanide, il n'apparaît pas dans un vacuum. On connaît d'autres œuvres de Nachmanide. On connaît son commentaire sur la Torah, qui ne le cède en canonicité que à celui de Rashi, je pense. On connaît, en mettant même de côté ces ouvrages de commentaires talmudiques, on connaît le Sha'ar HaGemul dont on a parlé, c'est-à-dire tout ce dernier chapitre de Torah Adam qui parle de la vie après la mort, du Gan Eden, du Gehinam, du Olam Haba, tout ça. On connaît aussi d'autres textes comme la Drasha pour Rosh Hashanah. Donc c'est des textes où il est clair pour nous que c'est saturé d'allusions et de références kabbalistiques, mais il le dit explicitement, il ne veut pas écrire de textes proprement kabbalistiques. On a un échange de lettres entre Nachmanide et Rabbi Yitzhak l'aveugle, où chacun s'accuse de trop dévoiler les secrets kabbalistiques. Donc cette idée même que Nachmanide aurait écrit un texte tel que celui qu'on a, c'est-à-dire un commentaire du Sefer Yetzira qui en donne une lecture explicitement kabbalistique. C'est un texte où on a le nom des séphirotes, où on nous dit non seulement Chochma et Bina, ça c'est des mots qui sont dans le Sefer Yetzira. Donc
ils sont repris et interprétés en termes séphirotiques, mais des mots comme Keter, qui est le nom de la première séphira, qui n'apparaît pas dans le Sefer Yetzira, apparaissent dans notre commentaire. Et ça n'apparaît pas non plus dans le commentaire sur la Torah de Nachmanides. Donc on a très envie de voir ça, mais on est quand même un petit peu gêné aux entournures. Ça nous fait rentrer vraiment dans cette idée de comment est-ce qu'on écrivait ou on transmettait oralement la Kabbale à cette époque-là. En tout cas, Scholem, lui, dans cet article de 1930, suit cette voie, que voilà, ça c'est le commentaire authentique de Nachmanides, parce que dans les écrits des élèves du Rashba de Rabbi Shlomo ben Adret, c'est-à-dire, je vais vous donner leurs noms parce qu'ils sont importants dans notre histoire, et les dates sont importantes aussi, c'est-à-dire Ibn Shu'aib, 1280-1340, Shem Tov Ibn Gaon, 1287-1330, Yitzhak Dakr, dont on a parlé, 1250-1340, et Rabbeinu Bechaye, auteur d'un commentaire sur la Torah très connu aussi, 1255-1340. Donc on trouve dans les textes des membres de l'école de Nachmanides des références à notre commentaire. C'est-à-dire qu'ils vont citer ce texte-là en disant comme Nachmanide le dit dans son commentaire de Sefer Yetzira. Donc ça a permis à Scholem d'affirmer avec, pour lui, la plus grande certitude que voilà, c'était le commentaire authentique. Mais ça résout pas toute la question. Ça résout pas toute la question parce que d'une part, donc on a dit que c'était pas évident de dire que Nachmanide avait pu écrire un tel texte. Et si on prend dans leur globalité les différents écrits qui sont produits dans ce milieu-là, à cette époque-là, autour du Sefer Yetzira, on rencontre beaucoup de problèmes. Alors, on a des textes effectivement plus tardifs, mais plus tardifs que notre manuscrit, c'est là-dessus que j'insiste, c'est-à-dire les surcommentaires de Nachmanide. C'est un champ littéraire passionnant. Nachmanide donc écrit un commentaire sur la Torah où il y a plein d'allusions kabbalistiques qui ne sont pas explicitées, et Ibn Shu'aib, Shem Tov Ibn Gaon, Yitzhak Dakr ou d'autres élèves sous d'autres formes que le surcommentaire, comme le Marachet HaElokut dont on a parlé, qui est anonyme, vont faire fond sur ce commentaire-là pour expliciter. C'est-à-dire que le Nachmanide dit des choses dans un langage codé, et les élèves vont dire, ben voilà, en fait, là, il veut dire qu'on parle de Tiferet, que là, on parle de Yesod, que là, on parle de Malchut, que là, on parle de Chesed, que là, on parle de Gvura. Et en même temps, donc on a toute une littérature de commentaires du Sefer Yetzira, plus ou moins de la même époque. D'ailleurs, on les retrouve pour certains dans notre manuscrit. On a donc, si je résume, on a ce commentaire dans l'édition de Mantoue, repris dans l'édition de Jérusalem, attribué à Ramban, que Chavel continue d'attribuer à Ramban, que d'autres, comme Jelinek déjà, attribuent à Rabbi Ezra de Gérone. On a le commentaire de Rabbi Yitzhak l'aveugle, que récemment Avishai Baracher, qui est une des autorités sur ce sujet-là récemment, et qui est par ailleurs un homme tout à fait charmant, a consacré 100 pages, un article de 100 pages, à démontrer que cette attribution était douteuse. On a le commentaire attribué au Reived, dont on sait à peu près certainement qu'en fait, il est dû à un élève de Ibn Shu'aib, lui-même élève du Rashba, lui-même élève du Ramban. On a aussi dans notre manuscrit un commentaire que si vous cherchez dans des sources un peu plus anciennes, on vous dit il est perdu. Ben, il n'est pas perdu, il est dans le livre publié par Michael, le commentaire de Asher ben David ben Avraham, c'est-à-dire le petit-fils de Rabbi Avraham ben David de Posker et l'élève de son oncle Rabbi Yitzhak l'aveugle. Et on a donc notre commentaire ici, ce qu'on présente comme le commentaire authentique de Nachmanide. Donc on a toute une famille de textes. Je n'ai
n'ai pas eu le temps, ce serait le travail d'une habilitation peut-être, que de faire une comparaison, une synopse de toute cette famille de commentaires rédigés dans le même milieu en tout cas et dans les mêmes décennies. Mais en même temps, on se rend compte aussi que l'attribution de chacun de ces commentaires à tel ou tel auteur prestigieux est toujours problématique. Et en réalité, et je pense que ce manuscrit-là qu'on a, qui sert, comme on l'a vu, de vecteur, de thésaurus de la Kabbale espagnole de la fin, ou la deuxième moitié du XIIIe siècle vers l'Italie, c'est aussi la tentative de constituer une tradition écrite de cette Kabbale provençale et espagnole pour la transmettre au-delà de ce strict milieu. Et donc, les commentaires sont attribués à des grandes figures sans que ça ait forcément une valeur historique. Et aussi, comme on l'a vu, le Sefer Yetzira, avant cette période provençale, n'était pas lu comme un texte particulièrement ésotérique, plutôt comme un texte scientifique. Et donc, la Kabbale émergente a évidemment fait fond de cette technique du commentaire pour insérer le Sefer Yetzira dans une tradition kabbalistique et donc lui donner un précédent textuel ancien. Et donc, si on s'arrêtait là, tout ce qu'on pourrait se dire, c'est que voilà, on a des textes à l'attribution délicate, peut-être pseudépigraphique, et on en resterait à une vision sceptique ou hypercritique de cette vision de la Kabbale et de la tradition manuscrite. Et en réalité, paradoxalement, c'est l'examen de notre version longue, donc dans notre version prétendument moins authentique, qui m'a amené à réviser ça. Parce que donc la version longue et la version courte diffèrent par des points assez frappants. Je vous ai mis là, vous voyez, ça c'est la transcription du texte de notre manuscrit sous Word. Et j'ai mis en surligné tout ce qui est rajouté, entre guillemets, dans notre version par rapport à ce qu'il y avait dans la version courte de Scholem. Il y a quelques petites choses qui ont sauté aussi, on va le voir ici. Par exemple, vous voyez, dans la version courte, j'ai rajouté ici en vert, il y a un passage où l'auteur de la version courte dit « Eni mevin zot ababa vetzari hayun ». Je ne comprends pas ce que veut dire ce paragraphe et il faudrait analyser la chose plus avant. D'accord ? Et ce qui a d'ailleurs suscité chez Rabbi Yitzhak Dakr des suspicions quant à l'origine de ce commentaire, parce qu'il s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment le commentaire de Nachmanide, si même le grand Nachmanide dit « je ne comprends pas ce qui a marqué dans le Sefer Yetzira ». D'accord ? Et par ailleurs, il y a énormément d'ajouts, vous voyez, parce que le jaune est quand même assez présent. Et ce sont en général assez clairement des gloses, des élucidations. C'est-à-dire, vous voyez ici, par exemple, Resh Lamed, au début de la première ligne, ça veut dire Rotse Lomar, c'est-à-dire, d'accord ? Et la ligne jaune suivante, Lavdavka, et ça, il ne faut pas l'entendre au sens précis, mais je vais t'en donner un exemple, etc. La ligne suivante, Kilo Yassig, parce que l'homme ne peut pas comprendre, etc. Donc à chaque fois, c'est des explications. Et dans ces explications, on a aussi des précisions en termes des noms de séphirotes. C'est-à-dire que si vous prenez, donc là, vous voyez, dans le dernier paragraphe, la deuxième ligne, à la fin, on a Kaftav, ça veut dire Keter Elyon, les Ilat Ailot. Donc là, c'est un vocabulaire technique, d'accord, la Keter, la couronne suprême, en rapport avec la cause des causes, c'est-à-dire Ensof. Pareil, plus loin dans le même paragraphe, Mekor Hakol, Perushiu Ilat Ailot, la source de tout qui est la cause des causes.
etc., etc. Et en particulier, parce que quand j'en ai parlé à Michael en disant « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur le commentaire de Nachmanide ?» auquel je ne comprends pas forcément grand-chose. Je lui ai dit « La seule chose que je vois, c'est qu'il y a un terme clé qui revient souvent, c'est le terme de Atara. Atara, ça veut dire le diadème, et c'est un marqueur historique assez précis, puisque dans l'école de Nachmanide, on le voit très bien chez Rabbi Yitzhak Dakr, chez Shem Tov Ibn Gaon, chez Rabbeinu Bechaye, au lieu de dire Malchut pour la dernière séphira, ils disent Atara. Donc, on peut se dire, voilà, s'il y a marqué Atara, ça veut dire qu'on est chez Nachmanide. Il me dit, c'est bon, alors tu leur dis ça. Bon, je me suis dit, ça va être un peu short pour 3 quarts d'heure. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte en creusant cette piste, c'est que ce terme de Atara n'apparaît pas dans la version courte. Il n'apparaît que dans ces gloses qui sont insérées dans la version longue. Alors ça nous donne une piste intéressante. Parce que aujourd'hui, alors on a beaucoup parlé tout à l'heure de la mort du manuscrit qui sont vendus, qui sont enfermés dans des hangars, etc. Mais de l'autre côté, on a aussi depuis une quinzaine d'années des outils formidables, des outils qu'on appelle des humanités numériques, où on peut faire assez facilement des recherches de mots-clés dans de grandes bases de données. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, ce terme clé de Atara, et le terme clé de Tiferet aussi, qui apparaît souvent, est-ce que ça apparaît, chez qui ça apparaît plus précisément dans notre corpus? Et en fait, ça apparaît très souvent chez Rabbeinu Bechaye, chez Shem Tov Ibn Gaon, chez Yitzhak Dakr, dans le Marachet HaElokut. Ça n'apparaît pas apparemment, il faudrait le confirmer, mais chez Ibn Shuaib. Et chez Nachmanide lui-même, au début, j'ai cru que ça n'apparaissait pas du tout, et j'ai quand même trouvé 3 occurrences. Alors, pour le coup, il va l'exprimer d'une manière très ésotérique, c'est qu'il ne va pas dire ça, c'est la séphira Atara. Il va utiliser le mot Atara dans des formules poétiques qui entretiennent le flou sur ce qu'il veut dire. Mais quand on connaît le vocabulaire technique de la Kabbale de Nachmanide, on comprend tout de suite qu'il parle en termes séphirotiques. Donc ça, on le voit dans le premier verset de la Genèse, en 24.1 et en Exode 16.6. Et par contre, dans l'autre commentaire attribué à Ramban, celui qu'on attribue aujourd'hui à Rabbeinu Ezra, mais à mon avis, il faudrait revoir ça aussi, ça n'apparaît qu'une seule fois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire, et c'est là qu'intervient cette histoire de la datation. Parce que, comme mon éminent collègue Giacomo Corazol l'a expliqué ce matin, on a une datation dans notre manuscrit. Alors, c'est pas très clair, puisque la date, elle est donnée que à la fin de la deuxième partie du manuscrit, mais bon, je pense qu'il a quand même donné des éléments essentiels pour prouver que les 2 parties du manuscrit venaient du même copiste. Et donc, si c'est le même copiste, c'est qu'il écrit à peu près à la même époque. Alors, il y a quand même une discussion sur la datation, parce que si on prend Goali, sans le Vav d'ailleurs, ça nous donne la date de 1284, mais il y a marqué, si tu me détromperas, Goali Chai. Et donc, si on lit Goali Chai, parce qu'évidemment, il donne jamais les dates en tout chiffre, d'accord ? C'est toujours avec des mots qui ont une valeur numérique. Donc, si on rajoute le Chai à Goali, on n'est plus en 1284, mais on est en 1302. Ce qui change les choses. Mais dans l'un comme dans l'autre, on est quand même dans une date assez proche, finalement, de la mort de Nachmanide lui-même, parce que Nachmanide disparaît en 1270. Et surtout, si on maintient la date de 1284, qui, d'après ce que Giacomo a dit, a l'air d'être quand même assez probable, vu la datation des autres manuscrits du même type qu'il produit, dans les mêmes années, versus le daté de 18 ans plus tard, ça veut dire qu'on est quand même très tôt. Parce que ce que l'on observe dans cette version longue, qui est donc effectivement une deuxième version,
une deuxième version qui s'inscrit dans la tradition exégétique des derniers élèves de l'école de Nachmanide, c'est-à-dire de Shem Tov Ibn Gaon, de Ibn Shuaib, de Yitzhak Dakr, où on va accentuer le côté explicitement séphirotique des textes. Ça veut dire que Nachmanide est mort en 1270 et en 1284, on a déjà une version d'un commentaire attribué à lui, même si c'est pas dans notre manuscrit que cette attribution existe, mais d'un commentaire qui sera attribué à lui et qui vient manifestement de son milieu, qui a déjà connu deux versions. Il y avait déjà une version courte, et ensuite, un élève a ressenti le besoin d'insérer des élucidations. Tout cela en un laps de temps assez court, puisque si on considère que voilà, Nachmanide part d'Espagne en 1265, là on est en 1284, donc c'est une vingtaine d'années après. Et surtout, les grands représentants de cette école de surcommentaire de Nachmanide sont encore très jeunes, voire pas encore nés, puisque je le rappelle, Ibn Shuaib né en 1280, donc en 1284, il aurait du mal à faire un surcommentaire. Shem Tov Ibn Gaon né en 1285 ou 1287, donc là c'est encore moins possible. Yitzhak Dakr, lui, est né en 1250, mais il n'est pas en Espagne avant 1305. Et donc, il nous reste éventuellement Rabbeinu Bechaye, Bahya Bar Yeracher, qui lui est né en 1265. Donc, c'est un peu... je ne vais pas ici vous dévoiler un scoop en vous disant « Oui, c'est Rabbeinu Bechaye qui l'a écrit ». J'ai tenté, j'ai tenté de tricher avec les dates et de vous dire « Voilà, en réalité, ça, c'est la version élaborée par Shem Tov Ibn Gaon ». Et puis, vraiment, les dates, ça ne fonctionne pas, sauf si on adopte la datation tardive du manuscrit. Mais dans un sens, c'est encore plus intéressant parce que ça montre que tout ce travail qui va être effectué au début du XIIIe siècle, et c'est-à-dire à une époque où, pour le coup, il y a déjà le Zohar qui commence à circuler. Toute cette école dont Daniel Abrams a très bien parlé dans son grand ouvrage qui s'appelle Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory, où il a tout un chapitre comme ça sur la transmission et les surcommentaires des commentaires de Nachmanide. Ça veut dire que toute cette école-là de surcommentaires de Nachmanide et d'explicitation des siphérotes avec ce mot-clé de Hatara, qu'on aurait pu penser dater du début du XIIIe siècle, en réalité, on voit avec notre manuscrit que c'est quelque chose qui se pratique déjà avant. Que déjà, dans les années 1280, c'est une tradition qui est bien établie, puisqu'il y a déjà, avant 1284, un surcommentaire, enfin en tout cas une version explicitée, commentée dans le texte lui-même, d'un précédent commentaire du Sefer Yetzira, qui n'est peut-être pas dû à Nachmanide, quoique, mais qui en tout cas vient clairement de son milieu, parce qu'ensuite il faut être réaliste aussi, c'est-à-dire que imaginons que le commentaire, que notre manuscrit soit la première version de la version longue, le premier manuscrit de la version longue. Donc imaginons qu'il a été rédigé en Espagne dans les années 1280 pour être copié tout de suite en Italie en 1284. Il est difficile d'imaginer qu'il ne s'est pas passé au moins une petite dizaine d'années entre la version courte et la version longue. Et donc ça veut dire que ce travail-là d'interprétation kabbalistique à la lumière des traditions dont est porteur Nachmanide se fait, et ensuite d'expansion de ces textes-là à l'intérieur du commentaire lui-même, se fait très tôt après le départ de Nachmanide, soit, à mon avis, alors après c'est vraiment une question d'interprétation intuitive en fonction de ce qui est possible, et on peut tout à fait se tromper, mais il est possible que ça se fasse du vivant de Nachmanide lui-même. Et donc, vous voyez, à partir justement d'une étude très laborieuse et tâcheronne de prendre la version courte et la version longue et de surligner comme ça sur l'ordinateur qu'est-ce qui a été rajouté, eh bien, ça nous permet de sortir de cette vision naïve d'une recherche du commentaire authentique de Nachmanide et qui nous obligerait à répudier les versions courtes et à barrer tout ce qui n'est pas dans le commentaire d'origine, pour
à l'inverse, montrer que du vivant même de Nachmanide, ou en tout cas juste après sa mort, et avant même le grand mouvement de surcommentaire de Nachmanide qu'on va connaître au début du XIIIe siècle, on a déjà cette production-là foisonnante, où on produit des familles de commentaires, et où on interpole, et où on précise le vocabulaire, et où le vocabulaire est déjà tellement bien établi que quand on va parler de Atara, par exemple, pour reprendre ce terme clé, ou de Tiferet, dans notre manuscrit, ces mots-là ne sont jamais écrits au long. C'est-à-dire que pour Atara, on va toujours mettre juste un rayin avec une apostrophe, ce qui, d'une part, permet de préserver un certain mystère, mais surtout montre que les lecteurs qui sont vraiment visés par cette production sont suffisamment accointés avec ce vocabulaire technique pour qu'on puisse se contenter d'abréviations. Donc ça nous ouvre, avec toutes les limitations et toutes les incertitudes et toutes les questions qu'on peut avoir sur l'attribution précise à tel ou tel maître de ce commentaire, en réalité à l'atelier de ces écoles-là et de comment est-ce qu'ils travaillaient. Je vous remercie.